Standard & Poor's ont élevé la notation égyptienne et évidemment ceci a beaucoup de connotations et ceci aussi a beaucoup d'impact sur l'économie égyptienne et sur ses accords et ses échanges avec la région et avec les instances internationales. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amra Hamed, professeur d'économie. Dr Amra Hamed, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Amra Hamed, tout d'abord, pour quelles raisons la notation égyptienne a été élevée par Standard & Poor's? Alors, pour commencer, il faut noter que les notes souveraines des pays en général n'ont pas toujours des buts économiques, mais parfois politiques aussi, comme ce qui s'est passé la semaine passée avec l'Égypte, parce que comme vous le savez, dans la lumière du conférence de Sharm el-Sheikh, l'Égypte joue un rôle clé, pas seulement pour les pays du Moyen-Orient, mais aussi pour tous les pays du monde. Alors, cette note souveraine donne l'Égypte une opportunité d'utiliser le moment, parce que maintenant il y a beaucoup des opportunités devant l'Égypte que notre gouvernement doit bien exploiter. Alors, de point de vue, la question maintenant, c'est que quelles sont les réformes économiques que le gouvernement doit mettre en œuvre, si vous voulez. Les mesures citées par S&P, Standard & Poor's, pour le FMI aussi, numéro 1, peut-être la libéralisation du régime de change, le passage à un taux de change davantage déterminé par le marché. Deuxièmement, on peut noter aussi les programmes avec le FMI, ce qu'on appelle les disciplines macro-fiscales. Ici, il faut noter que les contrats avec le FMI, peut-être ils ne représentent pas un grand pourcentage des dettes du gouvernement égyptien, mais en même temps, ils donnent le feu vert, si vous voulez, pour des autres organisations internationales, des investisseurs internationaux, si vous voulez, les investissements directs, d'être obtenus par la direction de l'Égypte. Ça, c'est l'importance des relations avec le FMI. Troisièmement, on peut noter aussi la consolidation budgétaire et ce qu'on appelle le réajustement des subventions. Et dernièrement, les mesures pour attirer des capitaux que je viens de noter aussi. Quel est l'impact de cette notation sur nos relations, si on peut le dire, avec les instances internationales et avec nos échanges dans la région? Très bonne question. Numéro 1, il y a des effets attendus, comme par exemple les signaux positifs, hausse de la confiance. Ça, c'est très important. La hausse de la confiance, une hausse d'un cran de la note B négatif vers B est un signal favorable pour investisseurs institutionnels et banques aussi. Mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est comment changer les lois et les régulations bancaires internes de l'Égypte. Ça, c'est très important. Comment développer? Parce que sans le développement de toutes ces régulations et lois qui gouvernent les relations entre les investisseurs domestiques et bien sûr étrangers aussi, avec les banques, avec les organisations financières et bancaires, ça va représenter un obstacle devant les investissements étrangers. Alors ça, c'est très important, spécialement ces jours-ci parce que l'opportunité existe. Aussi, on peut noter l'augmentation probable les études empiriques montrent ce qu'on appelle le one notch d'amélioration des ratings dans les marchés émergents est corrélé à une hausse mesurable des flux
de lead en général en chiffres moyens observés dans la littérature, disons plus ou moins plus 0,3 points de PIB en général. Et puis on peut noter aussi le coût de l'empreinte publique et privée et un remarque importante ici, c'est l'impact réel qui dépendra de la durabilité des réformes du contexte géopolitique et géoéconomique aussi régional. À votre avis, comment maintenir cette dynamique? Comment garder cette notation et l'améliorer par la suite, à votre avis? Alors, ici, on peut parler de quelques recommandations pratiques, de combinaison, disons, politique et macroéconomique des réformes structurelles. Les dynamiques, peut-être, on peut penser, numéro un, ancrer la crédibilité macroéconomique. Je veux dire ici respecter les engagements avec le FMI et aussi qui est publié, donner transparente et maintenir une trajectoire, si vous voulez, de dette soutenable. Deuxièmement, on peut noter comment transformer l'amélioration conjoncturelle en gain structurel. Je veux dire utiliser l'espace fiscal dégagé pour investir dans l'éducation, la santé, l'infrastructure logistique et l'énergie aussi. Troisièmement, améliorer le climat des affaires et la gouvernance. Aussi, je peux penser comment guérir les risques externes et géopolitiques et géoéconomiques aussi. Et aussi, on peut parler à propos de suivi et la communication, communiquer de façon crédible et régulière au marché. En général, je veux dire les roadshows, la transparence budgétaire, etc. À votre avis, est-ce que la question de Gaza a eu un impact? C'est-à-dire pas seulement l'accord de Sharm el-Sheikh, mais tout d'abord, est-ce que le voisinage et la proximité avec une cause aussi internationale et qui est à présent à la une peut avoir un impact ultérieurement au cas où on procéderait à la reconstruction de Gaza? Je peux parler ici seulement de point de vue économique. Et comme je viens de noter au commencement de notre discours aujourd'hui, bien sûr, dans la lumière aussi de la conférence de Sharm el-Sheikh, qui est le sujet principal, c'est Gaza. Alors oui, il y a des grandes opportunités pour l'Égypte de point de vue économique de développer et d'assister au développement de toute la région de Gaza, parce qu'il y aura beaucoup de... Si tout va bien, je veux dire, bien sûr, si tout va bien et la paix est renforcée, alors Gaza peut représenter une grande opportunité pour l'Égypte, de point de vue développement, de point de vue projet économique et bien sûr de point de vue projet, si vous voulez, touristique, parce que comme vous le savez, le Gaza, la région de Gaza est une extension du frontière est de l'Égypte et spécialement le Sinaï, et comme vous le savez, le Sinaï représente un grand force, opportunité touristique pour l'Égypte. Docteur Amr Hamed, vous êtes expert en économie et professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À présent, nous allons passer à autre chose. Nous allons parler aujourd'hui du partenariat stratégique qui a été établi entre les différents ministères en Égypte de manière à favoriser le meilleur service possible pour la gestion du Grand Musée du Caire. C'est un événement grandiose. Le peuple égyptien et les égyptomanes et tous ceux qui s'intéressent à l'Égypte ancienne et à cette culture tellement ancienne sont à la quête de cette grande inauguration depuis des années.
année. Mais la Covid-19 et autres événements de la région ont fait que cette inauguration a été remise à plusieurs reprises. Évidemment, il y a eu une ouverture soft pour 11 galeries avec les beautés et les merveilles qui sont exposées, et on attendait la 12e galerie et la fin des travaux. Et finalement, l'inauguration officielle aura lieu au mois de novembre. Évidemment, tout ceci nécessite une stratégie au niveau de la gestion. On ne va pas parler des célébrations et de la cérémonie, évidemment, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, tous les ministères doivent coopérer ensemble de manière à favoriser le meilleur service possible. Voyons les détails dans ce compte rendu.